challenge le marché de l'emploi et de vous poser la question fondamentale, qu'est-ce que vous avez à offrir et comment est-ce que vous y allez, comment vous devez vous comporter auprès des différents recruteurs ou des personnes en charge de recrutement au sein des entreprises ou des organisations. Alors, cette formation a pour objectif de vous donner la démarche pour réussir votre insertion professionnelle par la maîtrise des outils de recherche d'emploi. Donc, à savoir comment est-ce qu'on rédige un CV attractif, comment on rédige une bonne lettre de motivation. On va rester sur ces deux points, ces deux documents qui sont très importants et qui ont pour objectif de donner l'envie aux recruteurs de vous convoquer pour un entretien. On verra ensemble quelles sont les techniques qu'on doit utiliser, que vous devez utiliser lorsque vous devez rédiger un bon CV, un CV attractif, une lettre de motivation qui parle vraiment au recruteur et qui soit capable de vous convaincre, de lui donner envie de pouvoir vous convoquer pour un entretien parce qu'il a décelé en vous cette perle rare, ce bouton à 5 pattes, comme on dit souvent, ou bien cette licorne qui sera capable d'apporter une valeur ajoutée, de vraiment booster son organisation. On vous apprend également à faire décrypter des termes tels que le marché de l'emploi caché, où on en parle aujourd'hui énormément. Comment est-ce qu'on pourrait mettre cela en place, mais aussi que vous puissiez connaître quelles sont les erreurs à éviter et les pièges euh, qu'il faudrait éviter pour bien réussir cet exercice-là et vous démarquer. Alors, il y a une série de choses, j'aurais voulu les connaître avant de démarrer ma vie professionnelle. Je les ai rencontrées. J'ai fait la connaissance de ces points lorsque j'étais déjà professionnel. J'ai souhaité partager avec vous ces points pour essayer aussi de décomplexer l'image ou la projection qu'on peut se faire du marché de l'emploi ou du travail. Alors, premièrement, le travail peut se choisir ou se créer. Vous avez le choix. Aujourd'hui, les métiers qui évoluent énormément, je pense que vous voyez comment l'intelligence artificielle a énormément transformé la façon dont les métiers se portaient ou bien s'exécutaient sur le marché de l'emploi. Donc, vous avez cette latitude aujourd'hui de créer votre travail en termes de compétences à offrir, d'environnement, d'espace, de cadre, des questions de vous projeter sur comment vous voyez votre emploi, quand vous vous projetez sur le marché de l'emploi, vous voyez quoi concrètement? Vous pouvez mettre ça sur une feuille blanche et nous dire clairement, voilà ce à quoi j'aspire, ce que je devrais être et comment je devrais me donner. Alors, les professions disparaissent et apparaissent. Il y a une étude qui a été menée par la World Economic Forum qui dit que donc, les métiers qui existent aujourd'hui n'existeront peut-être pas dans 10 ans, beaucoup vont disparaître. Donc, il est fondamental dans votre curricula ou dans votre carte d'identité professionnelle de constamment vous mettre à jour pour rester compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, on ne demande pas un emploi, on offre ses compétences. C'est important de garder cela dans votre état d'esprit. Parce que quand on va sur le marché de l'emploi avec l'attitude du demandeur, on n'est pas en situation de force. Or, quand on va sur le marché pour offrir cette compétence, ça pose une problématique claire, c'est-à-dire on a identifié chez l'autre le challenge qu'il a, la difficulté qu'il a, et on pense, sur la base des compétences qu'on a ou des expériences qu'on a eues à développer, qu'on peut, ou on a déjà rencontré des cas pareils, on peut apporter une valeur ajoutée. Vous êtes en situation de force, et c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir parce que ça vous permet de ne pas choisir un emploi parce qu'il faut choisir, de choisir un emploi qui cadre réellement avec votre projet professionnel, votre ambition professionnelle, mais aussi les expériences précédentes qui viennent appuyer l'expertise que vous avez offert sur le marché. Alors, les compétences qui vous feront gagner de l'argent demain ne sont peut-être pas celles que vous maîtrisez aujourd'hui. Ça se rejoint par rapport à ce qui a été dit à la bourse. Il faut tout le temps vous poser les questions fondamentales par rapport au marché de l'emploi. Comment est-ce que le marché évolue? Quels sont les challenges? Quelles entreprises font face au quotidien? Et comment vous pouvez, sur la base de l'expertise métier que vous avez choisi, de vous recycler, de vous mettre à jour pour être la meilleure version de vous-même tous les jours en adéquation avec les besoins des organisations.
On parlera beaucoup d'attitude, de cadre professionnel, mais j'ai voulu le noter aussi. Le comment vous travaillez est aussi important que ce que vous faites. Comment vous conciliez votre vie, comment vous mettez un certain nombre de choses en place. Ça aussi, c'est important de pouvoir implémenter ça. Alors, j'ai ressenti 4 types de profils que j'ai jugé important de partager avec vous avant d'entrer dans votre exercice. Et il est question, pour ceux qui nous suivent dans le chat, de peut-être dire à quelle étape de leur carrière est-ce qu'ils se trouvent. Alors, il y a 4 types de profils. Il y a des profils en développement. Donc, c'est des personnes qui sont encore en train de structurer leur projet, ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'ils doivent. Ils n'ont pas encore une identité professionnelle claire. Voilà, il y a encore un gros travail en termes de tests à passer, de projection, d'interviews, rencontrer des gens autour de vous par rapport à ces différents domaines pour pouvoir vous dire comment est-ce que je me spécialise, dans quoi est-ce que je me spécialise concrètement. Il y a des profils qui sont prêts à l'emploi, c'est-à-dire il y a déjà un métier qui répond à un besoin, qui vient directement sur le marché pour apporter une plus-value, pour apporter quelque chose de concret. Il y a les hauts potentiels. C'est des personnes sur lesquelles les entreprises directement veulent miser sur eux parce qu'il y a du potentiel. Ils sont déjà prêts à l'emploi, mais il y a un réel potentiel à développer et à construire. Donc, directement, quand l'entreprise les identifie, c'est généralement, on les appelle les entreprises les talents. Donc, ils ont une grosse carrière, un gros potentiel de développement. Lorsqu'on les a identifiés, tôt qu'on peut les accompagner. Maintenant, il y a les candidats licornes. C'est vraiment ceux qui ont un certain niveau d'expertise et qu'on débauche très souvent dans les organisations. Donc, à quelle étape vous êtes? La jeunesse francophone, c'est 18 à 35 ans. Donc, il y a des 35, des 34 qui ont des profils extrêmement seniors aussi. S'il y en a dans le webinaire, ce serait intéressant aussi d'avoir vos feedbacks par rapport à votre positionnement pour voir aussi comment adapter la présentation. Alors, en choisissant un métier, vous allez choisir différents statuts, mais des statuts qui correspondent aussi à des styles de vie. Alors, le premier statut que vous aurez à choisir, il y a le statut de fonctionnaire, ceux qui décident de travailler pour la fonction publique, sur des positions, ça peut être aux finances, ça peut être aux impôts, ça peut être à la santé. Voilà. Il y a ce statut qui est important. Il y a des belles carrières aussi qui se font dans le domaine de ceux qui veulent travailler pour l'État, servir leur pays, les différents pays dans lesquels vous êtes. Statut de salarié, donc vous travaillez pour une entreprise privée, vous apportez le plus dans une organisation privée qui a été créée par un particulier et qui doit se faire un résultat. Il y a ce qu'on appelle les slashers, donc c'est des personnes qui ont plusieurs vies professionnelles. Il est chargé de la communication le matin, prof de guitare entre midi et 2 et musicien les week-ends. Aujourd'hui, on a des profils, des profils de ce genre. Peut-être c'est votre cas, vous avez une activité professionnelle que vous suivez, mais aussi important, vous avez pu développer les talents que vous avez eus naturellement de la nature. Donc, ça peut être aussi votre cas. Après, il y a les indépendants qui ont besoin de plus d'autonomie pour pouvoir gérer leur temps. Ce profil-là créera plutôt une entreprise ou bien c'est une fonction libérale comme avocat, pour ne citer que ce. Alors, candidater, c'est quoi? Parce que là, on va structurer une offre d'emploi. On dit qu'il faut candidater. Concrètement, quand on parle de candidater, c'est quoi? Candidater, c'est faire correspondre. En gros, pour moi, c'est la rencontre entre votre proposition de valeur pour le marché de l'emploi, votre offre de compétences et les besoins, les attentes et les exigences d'une organisation. Quand une organisation vous recrute, elle a une feuille de route claire. Elle a un challenge. Vous avez une expertise et vous venez résoudre ou apporter une solution ou contribuer à faire développer ou à faire grandir une organisation avec l'expertise que vous avez développée. Donc, on parle déjà du principe que quand vous arrivez au CV, il y a des choses que vous faites déjà, ou bien des expériences qui parlent pour vous permettre de pouvoir apporter cette plus-value.
Donc, il ressort aussi d'une étude que candidater, c'est très souvent, il y a le marché de l'emploi ouvert, il y a le marché de l'emploi caché. Donc, il y a des opportunités qui sont dans l'adéquation spécifique. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux organisations? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais il faut se concentrer sur là où vous excellez le plus. J'aime souvent caricaturer la loi de Pareto en posant le postulat selon lequel quels sont les 20% des compétences que vous possédez capables de vous ouvrir 80% des opportunités du marché de l'emploi. Vous faites beaucoup de choses. Dans votre vie, vous avez croisé un peu de diplomatie, un peu de communication, un peu de sciences politiques, un peu de droit. Tous ces domaines sont des domaines passionnants. Vous avez une licence académique ou professionnelle qui est un curriculum en termes de connaissances, mais c'est vous, comme on l'a dit en amont, c'est vous qui faites votre métier. Alors, vous vous sentez à l'aise dans quel domaine? Quelles sont les compétences que vous décidez de garder et qui sont capables de vous offrir beaucoup d'opportunités sur le marché de l'emploi? C'est sur ça qu'on se concentre pour pouvoir faire le CD, ou du moins en amont, parce qu'il vaut mieux toujours présenter les domaines de compétences dans lesquels vous êtes le plus à l'aise, ou bien vous vous sentez le plus confortable possible. Alors, deux types de candidatures. Il y a des candidatures dites spontanées, c'est-à-dire l'entreprise n'a pas le besoin, mais parce qu'elle a une marque employeur qui est forte, vous vous identifiez, vous vous projetez aux valeurs de l'organisation. Vous avez envie de travailler pour cette entreprise-là. C'est comme bien les employés qui sont l'air épanouis, ont l'air épanouis, donc ils renvoient une image qui rassure. Et quand vous vous projetez professionnellement, vous avez envie de travailler dans cette organisation, dans cette entreprise. C'est ce qu'on appelle les candidatures spontanées. Mais il y a un canevas qui est clair de façon générale. Et il y a ce qu'on appelle les candidatures en réponse, c'est-à-dire l'entreprise passe par les canaux habituels par lesquels elle communique généralement les offres de candidature. Ça peut être le site Internet de l'organisation ou de l'entreprise. Vous trouverez toujours le rubrique, soit recrutement, soit vous rejoindre ou postuler, où il y a des offres d'emploi. Ça peut être des sites ou moteurs de recherche d'emploi. Il y en a plusieurs, comme ça peut être aussi la presse écrite ou bien des magazines spécialisés en rapport avec l'insertion professionnelle. Donc, vous avez ces deux types de candidatures en fonction de comment vous vous positionnez. Il y a, une, il y a un code ou un canevas clair dans la rédaction aussi de votre CV. Alors, le marché de l'emploi. Je définis le marché de l'emploi parce que c'est important aussi de le connaître comme un environnement où l'on vient avec quelque chose à offrir. Vous venez avec votre offre de compétences, vous venez avec votre savoir-faire, vous venez avec la proposition de valeur que vous avez construite, et en contrepartie, le recruteur ou bien l'employeur vous donne une rémunération qui est proportionnelle à votre valeur sur le marché. Alors, ça m'amène à poser aussi la problématique de valeur, parce que quand on parle de CV, de lettre de motivation, après, il y a l'entretien où on vous demandera quelles sont vos prétentions. Je ne vais pas dans les détails. Mais il faut comprendre que vous n'avez pas la même valeur à différents espaces-temps de votre carrière. Alors, au sortir de l'école, puisqu'on parle là du premier emploi, vous avez une valeur. Il faut bien prendre conscience des leviers ou des mécanismes que vous pouvez actionner qui permettront de prendre de la valeur sur le marché. Gardez cela à l'esprit parce que le CV étant un outil dynamique, pas statique, il sera question de revoir les compétences en fonction des besoins du marché qu'il faudra améliorer et justement parce que ça a une valeur sur le marché, vous devez revoir votre valeur de façon perpétuelle au fur et à mesure que vous allez augmenter votre niveau d'expertise. Donc, on parle du marché. Maintenant, il y a deux types de marchés tels que je le disais. Le marché d'emploi ouvert et le marché d'emploi caché. On définit marché d'emploi ouvert l'ensemble des offres disponibles et visibles par les canaux. Et du marché de l'emploi caché, tous les réseaux par lesquels les organisations passent pour recruter, mais qui ne sont pas accessibles par tous. Ça peut être les réseaux d'alumni, c'est-à-dire les anciens diplômés d'une université. C'est plus simple d'appeler le directeur
mon ancienne école et me dire que je veux les deux premiers et je recrute par ce canal-là, ou bien des associations professionnelles, ça peut être les professionnels du génie civil, les professionnels de l'ordre des médecins, ça peut être les professionnels du marketing ou de la logistique. Et par ce canal associatif, il y a un besoin de recrutement qui est émis et j'intègre ce réseau pour pouvoir avoir les opportunités. Donc, ça fait partie quand même de 80% du marché de l'emploi caché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actions qui seront déclenchées par des candidatures spontanées. C'est pour cela qu'il faut bien maîtriser. N'hésitez pas à poser les questions par rapport à la candidature spontanée. S'il y a des points, je reviendrai dessus. Comment est-ce qu'on peut la rédiger? Dans quel état d'esprit il faut être lorsqu'on la rédige pour pouvoir être le plus percutant possible. On verra un exemple aussi, je pourrais argumenter et discuter avec vous dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il faut attendre 100%, de correspondre 100% à une offre avant de candidature? Non. Les études disent qu'il faut être au moins à 70% et les 30%, très souvent, quand on est dans l'organisation, il y a une phase d'accompagnement sur les 90 premiers jours où on peut vous assigner un mentor qui vous fait l'entrée dans l'organisation. Donc, n'ayez pas peur souvent de candidater. Il y a des compétences quand même de base qu'il faut avoir lorsque vous candidatez. C'est important que vous matchiez avec la proposition poste si on est dans une phase de candidature en réponse, ou bien d'être quand même sûr que d'avoir identifié clairement le département ou la direction que vous allez rejoindre au sein de l'organisation ou l'entreprise auquel vous voulez envoyer votre candidature spontanée si jamais vous êtes dans un cadre de candidature. Donc, analysez une offre d'emploi pour évaluer les critères demandés. Quand on vous envoie une offre, c'est vrai, on dit CV, mais il faut bien analyser l'offre de candidature. Là, on est bien dans une candidature en réponse. Alors, ne postulez que si vous avez au moins 70%. Le ratio est sur du 70 parce qu'il y a quand même un 30% qui part de l'inconnu. Parfois, vous pouvez être très bon commercial dans le domaine bancaire et vous basculez dans le domaine de l'industrie, par exemple. Vous n'avez pas la connaissance, vous avez la connaissance métier, vous savez vendre, mais vous n'avez pas la connaissance du secteur d'activité et des formations que vous allez suivre dans l'organisation à laquelle vous candidatez vous permettront d'encadrer cela et de compléter les 30%. Donc, c'est ce que j'expliquais en troisième point, ces 30% s'acquiert par l'information, le transfert de savoir dans l'entreprise, parce qu'il y a des systèmes de knowledge management dans les organisations où les choses ont déjà été faites. En les lisant ou en suivant la procédure, vous allez pouvoir vous démarquer. Donc, on a dans le vif du sujet le CV. Je sais que vous êtes assez patient. Le CV, c'est quoi? C'est un document qui résume en fait l'éducation, l'expérience, le travail, les compétences et autres réalisations d'une personne. En d'autres termes, c'est une présentation structurée du parcours académique professionnel de l'individu, mais aussi parfois personnel sur des points ou des traits de caractère en rapport avec le profil. Le CV est généralement utilisé dans le contexte de la recherche d'emploi pour informer les employeurs potentiels sur les qualifications du candidat. On est là sur vos qualifications. Quelles sont vos qualifications? Quelles sont vos compétences? Quelles sont les compétences que vous voulez mettre en avant? Quelle est la carte d'identité professionnelle que vous voulez avoir? Quel est votre positionnement sur le marché par rapport aux opportunités, par rapport aux offres? Donc, c'est une réflexion qu'il faut, je vous amène à faire parce que là, on va commencer à rédiger notre CV, à le structurer, à mettre des points. Alors, s'il n'y a pas ce travail fondamental sur vous, sur votre carrière, sur votre projet professionnel, sur votre évolution professionnelle, sur votre mobilité professionnelle, comment est-ce que vous vous projetez dans les 3, dans les 5, dans les 10 prochaines années en termes de management, en termes d'expertise, qu'est-ce que vous... cette projection engage aussi un développement de compétences, mais aussi une implication financière, parce qu'il faudra aussi choisir, et ça c'est un conseil que je donne aussi aux jeunes qui entrent pour la première fois sur le marché de l'emploi. Parfois, ce n'est pas toujours l'entreprise qui vous paye
plus qui est la meilleure, mais c'est aussi l'entreprise qui investit sur vous. Donc, on pouvait ne pas avoir un salaire très élevé en termes de poste, de fiche de poste, quand vous voyez la proposition, mais c'est un environnement qui va tellement investir sur vous que vous aurez une valeur sur le marché tellement forte qu'après cette expertise, vous pouvez vous vendre 2 fois, 3 fois plus cher par rapport aux personnes qui ont plus ou moins le même profil que vous à des espaces T sur le marché. Alors aujourd'hui, on a un gros challenge. Et ça, vraiment, c'est l'un des points les plus importants de cette présentation. Candidater aujourd'hui, c'est à la fois parler aux recruteurs, mais aussi parler à des robots. Beaucoup ne prêtent pas attention, mais on est d'accord. Je lance une appel à candidature pour un poste. J'ai 2 positions. Je reçois 5000 CV. Il y a 2 employés dans l'équipe des ressources humaines. On est d'accord. On a 2 semaines pour pouvoir choisir les profils, passer les entretiens. On est d'accord que ces 2 personnes ne vont pas faire ce travail en 2 semaines au vu du nombre de candidatures. Donc, beaucoup d'organisations font appel à des ATS, qui sont les systèmes de tri de CV, et qui utilisent beaucoup une indexation, un peu l'intelligence artificielle, mais qui reposent sur des mots-clés spécifiques. Donc, si votre CV n'a pas des mots-clés, ça peut être des mots-clés métiers, ça peut être des mots-clés secteur d'activité, ça peut être des mots-clés bassin d'emploi, vous n'aurez jamais la chance de passer l'étape de tri. Donc, un recruteur ne verra jamais votre CV. Vous allez toujours vous plaindre qu'on ne vous appelle jamais à l'entretien, mais simplement parce que vous êtes expert à prendre le même CV et à balancer dans tous les sites de recherche d'emploi parce que vous voulez être efficace et vous dansez, vous avez envoyé 20 candidatures aujourd'hui, 25 avant-hier, mais vous n'avez pas fait la démarche, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc, c'est vraiment important d'être dans une structure mentale qu'à un poste, un CV, une lettre de motivation unique. L'expérience, elle est à chaque fois personnalisée. C'est pour cela que c'est un travail très sérieux qu'il faut prendre avec tellement de rigueur parce que il y va de votre carrière. On est d'accord que quand il y a le travail d'un projet professionnel clair qui est déjà là, vous ne candidatez pas à tout, mais il y a des zones spécifiques qui sont en adéquation avec l'expertise que vous avez eu à avoir dans le passé, ou bien l'évolution professionnelle ou la mobilité ou la reconversion. Ça peut arriver. Que vous soyez dans une étape de votre carrière, après ces 10 ans, vous voulez changer de métier ou de secteur d'activité. Alors, ce travail-là, il faut vous poser ces questions. Donc, ça, c'est fondamental et c'est très important. Alors, je reviens clairement. Alors, l'avènement des ATS est venu transformer la recherche d'emploi et faire une nouvelle stratégie technique. Il faut les intégrer. Donc, je vous amène à faire des recherches là-dessus. On en parle pour susciter ou créer, mettre ces idées dans votre esprit pour vous créer vraiment conscience de cela. Alors, quiconque aujourd'hui ignore cette information, voilà, sa candidature sera bloquée, il ne va pas atteindre l'étape d'appel pour un entretien ou bien de consultation, même de signe de la candidature. Donc, d'où la nécessité de personnaliser son offre d'emploi pour être en adéquation avec le profil recherché. Il faut que ce soit personnalisé. Et il faut spécifier via les mots-clés pouvant faciliter la visibilité du CV par les ATS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de central qu'il faut pouvoir intégrer et faire si vous voulez avoir un CV important. Après, je me suis posé une question. Vous êtes jeune diplômé, beaucoup d'entre vous, peut-être pas d'expérience professionnelle, mais ont beaucoup d'expérience, soit personnelle, soit associative, et ils se posent souvent la problématique de comment la valoriser sur votre CV. L'expérience, c'est l'expérience. C'est pas, je suis allé dans une organisation, on m'a donné un beau papier, j'ai fait 6 mois, c'est pas forcément ça. Mais l'expérience, c'est faire des choses dans une démarche, en intégrant tout le sérieux qu'il faut par rapport à votre carrière ou à votre métier. Donc, je vous propose la méthode PAR pour PAR qui vous permet de valoriser vos expériences personnelles dans un CV pour pouvoir les rendre un peu plus professionnels. Donc,
le CV n'est jamais facile. Ce que je l'expliquais pour vous, vous démarrez sur une expérience pour beaucoup, de le faire pour la première fois. Donc, il faut ressentir pas mal d'activités. Alors, payer ces problèmes donc, dans chaque situation ou environnement où vous avez l'impression que vous avez apporté de la valeur, il faut ressortir la problématique que vous avez résolue. Il faut mettre en place les actions que vous avez mises en place. Et après, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Ça, c'est notre gros problème. Ce qu'on fait les activités, mais on ne mesure jamais. Quels ont été les indicateurs de performance? Comment vous mesurez que ce que vous avez fait a eu un résultat ou a été positif? Parce que à l'entreprise, c'est ça. On attend de vous que vous délivrez un résultat, que vous mettiez en place, que vous identifiez une problématique, que vous mettez en place des actions, mais à la fin, que vous puissiez mesurer si ces actions ont été pertinentes par rapport à votre démarche. Bon, je prends un exemple simple hein, pour pouvoir illustrer cela. Un métier comme je suis peut-être, comme dans l'exemple global du CV, j'ai parlé de chef de projet web. J'aspire à être assistant chef de projet web, donc de gérer les communautés ou bien d'accompagner les marques dans le développement de leur communauté via les réseaux sociaux. Alors, je peux par exemple dire que le problème, voilà, j'ai créé un compte Instagram pour développer une activité de tutorat de mon frère. Mon frère a mis une activité de tutorat en place, il décide de l'accompagner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme action? J'ai réalisé sa bio, j'ai une capacité de faire 4 à 5 posts chaque semaine. Alors, je sais plus ou moins quelles sont les bonnes audiences, à quelle heure publier, et j'ai pas mal de nouveaux abonnés. Alors, comme résultat, à la fin, au bout de 6 mois, le compte avait 2500 nouveaux abonnés. Donc, j'ai créé le compte, 6 mois, j'ai traqué la performance, mais j'ai permis à mon frère d'avoir 26 nouveaux clients. Donc, on est dans une démarche structurée et c'est ça que l'employeur aime regarder. Comment vous avez géré les situations autour de vous? Quelles sont les actions que vous avez mises en place? Est-ce que vous avez eu l'état d'esprit de mesurer la performance de vos actions, de vos résultats? La méthode PAR fonctionne très bien et je vous invite à la mettre en pratique pour ceux qui ont un très gros vivier associatif et aimeraient valoriser cette expérience-là, maintenant en intégrant le lexique ou bien le vocabulaire professionnel. Parce que quand on parle de mots-clés, en fait, on parle aussi du jargon métier. Donc, beaucoup écrivent les CV, mais ne rédigent pas les CV dans le jargon professionnel. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir intégrer dans comment est-ce que vous rédigez et comment est-ce que vous déployez. On va entrer dans les principales rubriques d'un CV. Alors, le CV, c'est une feuille blanche. Hein. Maintenant, après, il faut pouvoir y mettre pas mal d'informations qui permettent au recruteur de pouvoir vous identifier comme un profil, comme un talent pour son organisation. Donc, premièrement, c'est l'identification. En haut à gauche, sur une feuille blanche, on est sur un format A4. Il faut pouvoir vous identifier. Votre nom, votre prénom. On doit pouvoir vous contacter. Donc, un numéro de téléphone, une adresse email. On doit pouvoir savoir où vous êtes, peut-être votre ville, votre pays. Ça aussi, c'est important. Surtout si vous candidatez à l'international ou dans une organisation qui a différentes filiales ou dans différents pays. Après l'identification, dans l'identification, je mets photo aussi. Il y a souvent ce débat, on met la photo, on ne met pas la photo. Moi, je suis pour, il faut mettre la photo parce que ça fait partie de qui vous êtes. Mais pas n'importe quelle photo. Faites une photo professionnelle qui vous met dans votre jour et voilà, mettez-la. Ce n'est pas un selfie que vous prenez avec votre téléphone et vous mettez la photo en ligne. Donc, ce n'est pas ça. C'est une photo qui est professionnelle et qui renvoie aussi à votre métier. Donc, et jouer aussi les métiers comme le marketing, les métiers du business development, où vous avez la tâche, par exemple, de commercial, où vous êtes l'image de la vitrine d'une organisation, c'est important pour voir si vous avez de l'assurance. Et ça, souvent, on peut le voir sur votre photo, sur votre manière de vous comporter, même en entretien, c'est quand lorsque vous arrivez, comment vous êtes habillé, ça aussi, ça joue beaucoup. Alors, une chose centrale et fondamentale, c'est le titre de votre CV, ce qu'on appelle l'accroche. Beaucoup de CV n'ont pas de titre. Le titre définit clairement
En amont, il y a un gros travail, n'oubliez pas ce qui a été fait. Donc, quand vous venez, vous dites, voilà mon offre de compétences qui est résumée en telle expression. Alors, un titre, ça peut être assistant juridique, ça peut être comptable junior, ça peut être auditeur financier junior. Vous allez voir, il y a le métier, mais il y a des préfixes. Alors, lorsqu'on est entre 0 et 2 ans, on est assistant, on est apprenti, selon qu'on soit dans un parcours d'ingénieur ou bien une fonction commerciale. Alors, entre 2 et 3 ans, on est encore un peu junior. Après, ça dépend vraiment des métiers en fonction du niveau d'expertise. Donc, on a assistant, on a junior, on a senior. Alors, après senior, généralement, on passe manager. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire 7 ans, 10 ans d'expérience sans jamais être manager, parce que ça aussi, c'est des compétences qu'il faut pouvoir développer, qui ne sont pas techniques, et qui sont plutôt en leadership et management pour développer les autres. Il faut pouvoir spécifier cela dans votre série, c'est important. Donc, quand je dis, par exemple, que je suis développeur web senior, ça veut dire que je suis comme approche, hein, que mon niveau d'expertise est au moins de 5 ans, entre 5 et 7 ans. Je suis déjà senior dans le métier qui est le développement web, le développement d'application. Donc, en le disant clairement, le recruteur sait que voilà le type de profil que j'ai et s'attend à des compétences clés, des langages de programmation clés, que vous avez fait, des projets clés que vous avez eu à mener dans le cadre de votre domaine. Alors, après, de plus en plus, les recherches font apparaître la rubrique profil et objectif pour spécifier clairement un résumé de votre profil et de l'ambition que vous avez, comment est-ce que vous voulez accompagner l'organisation à se développer ou bien les challenges auxquels vous pensez pouvoir faire face. Mais c'est vraiment en 2 phrases, sans toutefois entrer un peu plus en détail. Si vous avez de l'expérience, on recommande de démarrer par l'expérience professionnelle. Parce qu'on ne vous recrute pas pour votre diplôme, on vous recrute d'abord pour vos connaissances, pour votre savoir-faire. Donc, quelles sont les expériences que vous avez obtenues dans le cadre du parcours? Encore qu'on verra tout à l'heure comment structurer ces expériences-là, quand on verra, ça sortir un peu le CV, comment structurer ces expériences, comment les présenter pour mieux les valoriser, pour qu'ils puissent avoir quelque chose de plus qui puisse attirer le recruteur et lui donner envie de vous convoquer pour l'entretien. Après, parler de vos formations, les formations académiques. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui ne travaillent pas dans le domaine pour lequel ils ont pu avoir des diplômes. Donc, mais au moins, ça permet aux recruteurs de savoir que voilà quand même le background de la personne. Et d'un métier à l'autre, ça peut être que vous êtes, je prends un exemple, vous êtes informaticien et que vous avez peut-être migré vers l'audit. Et plus tard, vous vous retrouvez peut-être dans une entreprise secteur télécommunications. Donc, dire quand même que vous êtes ingénieur dans l'audit aujourd'hui, parce que dans nos conventions, dans le domaine télécom, vous êtes quand même un profil idéal ou un profil type pour un poste comme celui-là. Parce qu'on recrute aussi bien l'expertise métier, mais on recrute aussi l'expertise secteur d'activité, parce qu'on veut quelqu'un qui est opérationnel, qui est prêt à délivrer d'entrée de jeu dès qu'il démarre, dès sa prise de poste. On recommande ceux qui ont l'expérience professionnelle le ressenti des compétences. Le ressenti des compétences. Donc, quand vous travaillez, vous développez des compétences clés. Vous développez des compétences clés. Donc, si vous les avez énumérées ou recensées, il faut ressortir ces compétences-là. Et ces compétences-là, souvent, matchent avec les mots-clés dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir les ressortir sur votre CV. Donc, les algorithmes, quand ils cherchent, justement, ils vont chercher ces mots-clés qui sont attachés aux compétences ou bien comment est-ce que vous les avez rédigés dans vos expériences ou dans vos différents. Euh, donc, ça, c'est le parcours. Alors, un instant. Donc, on parle des compétences. Il faut ressortir vos compétences en termes de parcours, de formation. Euh, pour beaucoup aujourd'hui, les langues commencent à être aussi une compétence. Parce que sur beaucoup de métiers, on a besoin des gens qui savent parler plusieurs langues. Donc, si vous avez pu développer ce talent linguistique et que vous parlez plusieurs langues, il faut les mettre sur votre CV, ça permet les mettre avec le degré. Est-ce que, avec des précisions, c'est pas juste de dire en langue, vous mettez français, anglais, espagnol, non?
Si c'est vraiment quand vous dites français, vous précisez que c'est votre langue maternelle. Donc, dans le jargon, on comprend que vous parlez couramment. Quand vous mettez anglais, que vous soyez capable de mettre qu'il est un anglais de type professionnel, c'est un anglais que vous parlez couramment, ou bien vous êtes vraiment en train de débuter dans la langue. Quoi. Donc, vous pouvez mettre une bonne notion, tout simplement pour spécifier que vous avez dit bonjour, bon appétit, voilà. Après, lors d'un voyage dans le pays, vous avez pu acquérir certains jargons qui vous permettent de parler couramment. Alors, centre d'intérêt, je prends par exemple, il arrive que des organisations, des entreprises aient une compétition de football, par exemple. Que à côté de l'excellent ingénieur que vous êtes, ou bien de l'excellent financier, vous êtes un bon joueur de football. Et que dans le bassin emploi de la ville, les équipes de football, les sociétés se rencontrent. Au-delà du fait de mettre que vous jouez du football et que vous êtes avant-centre, alors le recruteur voit déjà à la fois le collègue, mais aussi celui qui va rejoindre l'équipe pour pouvoir rapporter le prochain tournoi, qui participe aussi à l'épanouissement et à la marque employeur au sein des organisations. Donc, ne mettez pas vos talents. Je connais des entreprises qui ont une compétition de chorale, où plusieurs chorales des organisations s'affrontent dans une compétition. Et moi, j'ai connu des personnes de mon entourage qui ont aussi intégré parce ils chantaient soprano, alto, ténor. Vous avez ou bien joué d'un instrument ou du piano. À côté des compétences que vous avez, il y a aussi ces compétences comportementales qui viennent faire la différence. Il faut trouver un moyen de les valoriser. Pour les domaines très techniques, souvent on demande que vous ayez des certifications. Il faut déjà être dans un état d'esprit de les passer. Si vous ne les avez pas encore passées, commence à engager déjà une démarche pour pouvoir, pouvoir les passer et vraiment vous positionner et vous démarquer comme un expert sur le marché. Donc, voilà, vous ne pouvez pas dire que vous gérez des projets et que voilà, vous n'avez pas de certification comme un CAPM ou comme un PSP ou bien comme un PRINCE pour ceux qui prennent plutôt l'influence au niveau de l'Angleterre. Donc, tout ça, c'est des certifications. Si vous les avez, déjà, la, la, prenez l'habitude de les passer parce que au-delà des compétences que vous avez, ça donne une certaine expertise terrain et qui permet aux recruteurs et qui rassure qu'au-delà de votre expérience, vous avez aussi une expérience pratique. Alors, pour certains métiers aussi, il y a une connaissance des les logiciels clés que vous utilisez. Je prends par exemple ceux qui sont dans le secteur bancaire. La plupart des banques peut-être utilisent une application Amplitude, donc souvent aussi c'est de le dire. Ceux qui sont dans le marketing digital, aujourd'hui on travaille beaucoup avec des CRM tels que HubSpot ou des CRM tels que Salesforce pour pouvoir alors, déjà le dire que vous êtes dans un environnement et que vous comprenez le contexte parce que la plupart des multinationales ou des organisations vont travailler avec ces logiciels-là. Vous pouvez être comptable. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur SAP. Donc, pensez aussi et aussi une démarche certification qui vous donneront une légitimité pour pouvoir vous positionner ou vous démarquer par rapport aux différents candidats. N'oubliez pas, on est en train de candidater. Donc, on est en compétition. Et pour emprunter les paroles de quelqu'un, on est 7 milliards en compétition. Donc, par rapport à votre domaine, vous ne vous formez pas pour travailler à Bamako, à Ouaga, à Dakar ou à Yaoundé. Vous vous formez pour être dans un environnement ou l'environnement que vous aurez identifié qui vous permet à la fois d'apporter une valeur ajoutée et d'être épanoui. Cet environnement peut être partout dans le monde. Si vous remplissez les conditions en termes d'expertise, en termes de langue, en termes de vous avez les chances et les opportunités d'intégrer l'ensemble de ces organisations-là ou des entreprises. Donc, ne vous mettez pas de limite quand on parle de candidature, et c'est là aujourd'hui où la magie du digital, où l'information est disponible en temps réel
Et c'est un marqueur bien de ces compétences. Il faut juste que vous soyez le plus performant possible et sur comment résumer des compétences clés en adéquation avec le poste ou l'expertise. Euh, Alors, comment se créer une première expérience? Parce que beaucoup n'ont pas d'expérience, mais l'expérience peut aussi s'acquérir de plusieurs manières. L'expérience ne s'acquiert pas seulement, je suis allé dans une entreprise, j'ai fait un stage, ou bien j'ai eu une première opportunité. Il y a différentes manières d'acquérir l'expérience pour les jeunes diplômés que vous êtes. Alors, identifier les compétences essentielles du poste visé. Il faut déjà faire ce travail. J'aspire à tel métier, j'aspire à tel poste, j'identifie les compétences clés pour être X en termes de sur le marché de l'emploi. Quelles sont les compétences qu'on recherche? Je les ressors. Je peux regarder une dizaine d'offres d'emploi dans différents secteurs pour vraiment cibler quelles sont les compétences clés recherchées dans chaque domaine. Ça va vous permettre aussi d'avoir les bons mots-clés en adéquation. Les mots-clés aussi, vous pouvez les avoir en regardant plusieurs offres d'emploi en adéquation avec votre profil visé. Et donc, vous allez voir qu'il y a des mots-clés qui vont revenir, qui vous proposent sur des compétences clés. Et c'est ces compétences-là qu'il faut travailler à développer au quotidien. Maintenant, vous pouvez, quand vous avez identifié ça, vous former. Donc, il y a aujourd'hui énormément de MOOC qui existent. Les MOOC, c'est les Massive Open Online Courses, qui sont des cours en ligne massifs gratuits pour tous, qui vous permettent de développer vos compétences dans ce domaine. Donc, on parle par exemple de Coursera, on parle de Udemy, on parle d'EDX, on parle de FUN, France Université Numérique, qui sont des plateformes qui vous offrent des cours pour pouvoir développer cette expertise-là. Vous pouvez aussi avoir l'expérience en échangeant avec des personnes du métier sur les challenges qu'ils ont. Là, vous vous capitalisez sur l'expérience que eux ils ont. Vous pouvez être dans un contexte que vous n'avez pas fait, mais vous rencontrez des gens qui ont fait et vous faites de leur expérience une sagesse. Et c'est là où le mentorat est très important, ou bien le réseau professionnel. Identifier les personnes de votre environnement qui peuvent vous transférer les compétences qu'ils ont dans une discussion, dans un échange, ça peut être en termes d'approche, en termes de process ou bien de comportement, et ça peut vous aider à gagner énormément en temps et structurer la manière de présenter cette offre de proposition de valeur ou de pouvoir vous positionner sur le marché de l'emploi. Alors, comment se créer une première expérience? J'ai pris cet exemple en termes de réseautage. Donc, il arrive souvent que vous contactez des gens sur LinkedIn pour pouvoir faire une première mise en relation. Donc, on demande toujours de préciser le message d'un mail en termes de réseautage. Donc, il faut discuter avec ces gens pour pouvoir avoir le maximum d'informations pour qu'ils vous appellent pour pouvoir discuter avec vous. Parce que c'est un interview que vous faites auprès de ces différentes personnes ressources pour pouvoir structurer l'offre de compétences que vous avez à offrir. Bon, je n'ai pas d'expérience, mais je rencontre quelqu'un qui a une expérience et qui me parle des challenges qu'il rencontre. Ça me permet, moi, de pouvoir mieux me projeter ou bien mieux en parler ou bien mieux défendre cela lors de l'entretien et pouvoir plutôt m'identifier, braquer le regard potentiel sur moi, potentiel à développer sur moi au sein d'une organisation. Alors, pour créer une première expérience, hein, aussi, ça sera toujours faire des stages. Donc, vraiment, chaque année, faites un stage. Faites un stage chaque année. Il faut que votre CV soit plein, soit fourni. Le CV, ce n'est pas un fourre-tout. Il faudrait que dans les expériences que vous décidez de valoriser dans un CV par rapport à un poste, que vous ayez eu des missions ou des projets réalisés avec des résultats que vous avez obtenus qui seront en adéquation avec le besoin spécifique ou le besoin visé. Donc, faites des stages, développer votre réseau professionnel, mais aussi, vous pouvez entreprendre. Donc, vous pouvez prendre des initiatives, qu'elles soient associatives, qu'elles soient personnelles, et commencer à avoir une expérience terrain que vous pouvez aussi valoriser. Il y a la méthode PAR qu'on a vu tout à l'heure dans votre CV, les problèmes, les actions mises en place et les résultats que vous avez obtenus. Alors, dans la rédaction
Utilisez les verbes d'action. Elles ont plus d'impact. Il y a plus d'impact lorsque vous utilisez les verbes d'action. Lorsque vous décrivez vos expériences professionnelles. Ça, c'est un terme d'astuce clé dans la rédaction. Les verbes d'action, c'est assurer, produire, analyser, élaborer. Mais aussi, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez être manager, vous utilisez les verbes tels que assister. Donc, il faut qu'il y ait une corrélation aussi avec les relations que vous utilisez. Un manager, il va coordonner, il va piloter, il va déléguer. Donc, la manière d'écrire aussi renvoie à l'état d'esprit si vous visualisez vraiment ce que vous faites ou bien vous l'avez fait. Donc, dans la manière de rédiger. Donc, souvent, il faut faire attention de mettre les deux choses dans le parcours. Soit vous décidez d'utiliser les verbes d'action, et ce que je vous recommande, parce que ça a plus d'impact, ça vous permettra de montrer effectivement l'apport dans l'organisation. Une chose aussi importante, c'est d'hiérarchiser les informations. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, il faut commencer par les expériences, mais ça, c'est quand on a, quand on a les expériences. Pour un jeune diplômé, il faut plutôt partir des compétences. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup, j'ai eu plusieurs activités. Dans ces activités, j'ai pu déceler des compétences clés en rapport avec mon domaine d'expertise et je mets en avant. Je ne mettrai pas mon diplôme en avant. Je mettrai d'abord ces compétences-là avant de parler de mon diplôme. Là, c'est vraiment pour ceux qui n'ont jamais fait un stage, n'ont pas d'expérience professionnelle. Commencez par les compétences. Si je suis dans une position où les langues sont mises en avant, donc on veut quelqu'un qui parle, je vais commencer par mes langues. Mes langues, là, seront plutôt la compétence à mettre en avant. Donc, il faut bien comprendre que l'on répond à un besoin. Et comme dans tout argumentaire de vente, on place les pions en premier pour déclencher la vente. Il s'agit ici de décrocher l'entretien. Ne perdons pas de vue. L'objectif final du CV de motivation, c'est avoir l'entretien. Donc, le recruteur passe en moyenne 30 secondes sur un CV. Je dois mettre l'information la plus importante pour qu'il la voit en premier ou parmi les premières informations. Donc, par exemple, je vois souvent des gens, déjà, on ne recommande pas de classer vos expériences ou bien vos formations du plus ancien au plus récent. Beaucoup le font encore, malheureusement. C'est-à-dire, je commence par si j'ai le bac, je commence par mon baccalauréat, après je mets la licence, après je mets le master. Donc, moi, je vais venir regarder la première formation que je vois, le gars, il n'a que le bac. Vraiment, ça peut être le cas. Donc, il faut commencer par la formation la plus importante et en adéquation avec le poste. Je peux avoir une licence dans un domaine qui est recherché, qui est visé par le poste, et avoir un master qui est dans autre chose. Je commence par ma licence parce que c'est d'abord cette expertise qui est demandée. Je vais la mettre en avant parce qu'elle cadre directement avec le profil. Donc ça aussi, quand on parle d'hierarchisation, ce n'est pas statique, elle est très contextuelle, mais il faudrait l'intégrer aussi dans la manière de rédiger ou la c'est assez dynamique. C'est pour ça que le CV ne sera jamais un outil statique. On l'adapte, on le met en place, on le monte, on le change autant de fois. Moi, je travaille beaucoup avec l'application Canva, CANVA, où il y a plusieurs sites qui permettent de faire des CV. Il faut toujours avoir votre CV en mode de modification sur votre Canva. Dès que vous avez une nouvelle proposition ou bien une nouvelle expérience que vous voulez mettre en avant, rapidement, vous mettez à jour cette compétence. Un point sur lequel on échoue beaucoup, c'est quantifier, mesurer. On n'a pas cette démarche-là. Comment est-ce que je mesure la performance? Comment est-ce que je mesure ma valeur ajoutée? Alors, beaucoup font l'erreur quand ils font les CV de rédiger, de réciter les tâches, de revenir sur les tâches. On ne vous recrute pas pour vos tâches. On vous recrute pour votre valeur ajoutée, pour les projets réalisés en adéquation avec le besoin d'une autre entreprise. C'est d'abord pour cela qu'on vous recrute. Ce n'est pas parce que, je prends un exemple simple pour pouvoir illustrer cela, je veux une position de chargé clientèle dans une banque. Ça ne sert à rien de me dire que vous savez appeler au téléphone, vous allez aller rendre visite aux clients,
que vous savez prospecter. Pour moi, c'est ça. Dites-moi en une phrase, lorsque je suis arrivé en janvier, j'avais 5 clients. Quand je partais en mars, il y en avait 30. Dans cette information, je sais que vous savez appeler, vous savez rendre visite à un client, vous savez prospecter. C'est clair. Donc, apprenons à quantifier, à mesurer. Mais quantifier veut dire qu'on a planifié en amont. Qu'est-ce qui a été planifié en amont? Comment ça a évolué? Quels sont les résultats qui ont été atteints? Quels sont les projets réalisés? Ça, c'est quelque chose d'important aussi à impliquer dans la démarche. Je suis pour la lettre de motivation. La lettre de motivation, telle qu'elle se décrit, hein, c'est la seule jumelle hein, du CV. Elles vont toujours ensemble, encore qu'aujourd'hui, il y a des postes, il y a des offres d'emploi, on demande juste le CV, mais on verra tout à l'heure le palliatif. Comment est-ce que, sur le plan de dénomination, donc, on ne fera pas une lettre de motivation, mais plutôt une lettre d'accompagnement. Parfois, on vous demande votre CV par mail, mais vous faites plutôt un mail d'accompagnement pour pouvoir juste le CV balancé comme ça manque de tact. Donc, on demande généralement de rédiger un mail d'accompagnement qui, ici, va venir remplacer un peu la lettre de motivation, sans être une lettre de motivation. Donc, c'est un document qui accompagne le CV lors de la candidature à l'emploi, dans un stage, une formation, tout autre professionnel. Son objectif principal est de convaincre l'employeur ou le responsable de la sélection que le candidat est le plus apte, le plus motivé pour occuper le poste, pour bénéficier de l'opportunité en question. Je reviens sur les points, je reviens sur quelques éléments que j'estime importants. Le CV, ce n'est pas un prospectus, donc vous n'allez pas commencer à parler de motivation. Ce n'est pas un prospectus. Vous n'allez pas commencer à compter toute votre vie. Il faut toujours être concentré et centré sur les expériences en adéquation avec le parcours. Encore que il ne s'agit pas de refaire le CV, parce qu'il y a déjà des informations qui sont sur le CV. Mais qu'est-ce que vous jugez pertinent par rapport au poste à remettre en avant sur un cas de figure que vous avez vécu ou un projet que vous avez, sur lequel vous avez travaillé, qui serait à même de toucher le recruteur de façon beaucoup plus pertinente. C'est aussi humain, parce qu'on estime que balancer juste un CV comme ça manque de tact, il y a une dimension humaine qui est très importante. Donc, l'erreur, comme je le disais, c'est de vouloir répéter ce qu'il y a sur le CV. C'est pas, je commence à lister toutes mes tâches, ce que j'ai fait. Non. Revenez juste sur des points qui sont importants à mettre en avant et à vous démarquer. Donc, quelques bonnes pratiques ou des références, ça aussi, on pourra revenir sur ça. L'aide de motivation, bon, j'ai pris quelques modèles de l'aide de motivation qui pourraient vous aider hein, en termes d'idées ou bien être capable de vous projeter. Comment est-ce que vous vous projetez par rapport à cela? Donc, voilà. Bonjour monsieur, j'ai vu votre annonce citée en référence qui a retenu mon attention. En effet, la nature du poste à pouvoir correspond à mes aspirations. Je fais toujours le matching entre le poste, mes aspirations et les compétences que j'ai développées. Alors, si vous les avez listées, quelles sont ces aspirations? Comment est-ce que vous voulez grandir avec l'entreprise? Comment est-ce que l'entreprise va grandir avec vous? Comment vous allez y contribuer? J'ai noté dans votre proposition la perspective de collaborer avec un grand groupe leader. C'est quelque chose qui vous passionne sur le marché, la possibilité de mettre en pratique la formation de commercial. Là, on est sur vraiment une position de commercial. Maintenant, vous revenez sur votre diplôme. Titulaire d'un diplôme en gestion de commerce, j'ai acquis une expérience dans la vente, vous revenez un peu sur l'expérience que vous décidez pertinente en adéquation avec le type de profil. Est-ce qu'on est dans une vente B2B, dans une vente B2C? Il faut montrer que vous savez parler aux entreprises, vous savez parler aux organisations. Donc, être dans le B2B, B2C, c'est deux dimensions différentes. C'est pour essayer de votre CV. Je serais heureux de vous donner tous les détails dans le prochain entretien. Et dans cette attente, toujours finir par les formules de politesse. Je vous prie de bien croire, monsieur, à l'assurance, une salutation distinguée, donc, mon respect. Les formules de politesse, vous tapez sur Google, les formules de politesse, les de motivation, vous allez les avoir toutes. Il faut juste savoir lesquelles adapter par rapport au contexte, par rapport à la situation. Ça, c'est le modèle de motivation. Il y en a plusieurs, hein, vous pouvez les retrouver sur les tutors, de documentation. Est-ce que vous avez eu l'annonce? Moi, j'aime toujours préciser où est-ce que vous avez eu l'annonce. Ça montre que vous suivez vraiment l'information, que vous êtes un abonné de leur page. Ça veut dire, le dire veut dire que vous consultez la page régulièrement.
Et ça veut dire que vous suivez la marque. C'est aussi l'information que vous voulez peut-être faire ressentir. Toujours parler aussi de vos valeurs, mais aussi comment est-ce qu'elles sont alignées avec les valeurs de l'organisation. Ça aussi, c'est des points importants. Et c'est pour cela que ne faites jamais l'erreur d'écrire la même lettre de motivation et de changer juste le destinataire. Votre lettre ne sera pas motivée, elle ne va pas parler au recruteur. Or, quand vous avez une démarche d'être aligné sur les valeurs, d'être aligné sur les missions, d'être aligné sur la vision de l'organisation, le poste proposé et comment vous pensez sur la base des expériences que vous avez eues, qu'elles vous ont le mieux préparé, qu'elles vous ont permis de développer une expertise qui leur sera utile. Et c'est vraiment ce lien qu'il faut pouvoir faire, mettre en exergue et rédiger lorsque vous êtes sur le semaine. En revenant aussi sur des points clés, des actions qui vous ont vraiment apporté de la valeur et que vous souhaitez mettre en avant sur votre parcours. J'ai pris quelques exemples en termes d'expertise. Donc, je ne sais pas. Donc, alors. Donc, j'ai mis quelques exemples de CV pour que j'ai mis un CV avec photo, un CV sans photo, pour que vous puissiez un peu voir en termes de qualité. Moi, souvent aussi, ce que je fais, c'est que j'adapte le CV à la charte graphique de l'entreprise. Donc, quand j'ai les couleurs de l'organisation, je peux aussi adapter, parce que je me dis, l'effet visuel d'un CV, un recruteur passe 30 secondes sur un CV. Pourquoi il prend un CV X plutôt qu'un CV Y lorsqu'il a déjà en main? Donc, lorsque le CV est aligné sur la charte graphique de l'organisation, il sera beaucoup plus tenté à le shortlister parce qu'il s'identifie. C'est une couleur qu'il voit tous les jours. Donc, il va dire, mais celui-ci-là, il n'est même pas encore avec nous, mais il est déjà bien carré. Donc, je veux savoir, je veux en savoir plus. Et maintenant, en fait, c'est comment dire, dans le langage de copywriting, non call to action. Donc, directement, quand il a vu, il a visualisé, non, il s'identifie à vous. Donc, il peut vous appeler pour l'entretien. Après, une photo professionnelle, il revient sur votre parcours. Après, vous pouvez revenir. Vous allez voir, tel que je l'ai dit tout à l'heure, il y a le CV, il y a l'accroche, juste en bas, le nom, l'accroche. Je commence par le CV de droite. Il y a le nom, il y a l'accroche. Et après, il y a le profil et l'objectif. Donc, comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me projette? Après, les coordonnées, l'identification, ce qu'on appelle les coordonnées, ça peut avoir plusieurs appellations, hein, dans le nom, le numéro de téléphone, la formation que j'ai faite, spécialisation aux compétences. Donc, je reviens directement sur des mots spécifiques ou des mots-clés. Expérience professionnelle, je mets mon expérience professionnelle, l'université que j'ai faite et je m'arrête là, globalement. Je vais aussi vous donner une astuce qui marche très bien. Et ça, vraiment, pour ceux qui m'écoutent, il faut bien retenir cette astuce. Alors, vous voyez le pied de page d'un CV. Très souvent, quand vous avez remarqué tous les mots-clés en rapport à votre domaine, vous les mettez en pied de page, vous mettez la couleur la police en blanc, ça ne se voit pas. Mais l'intelligence artificielle va détecter le CV, détecter les mots-clés sur le CV. C'est aussi une astuce que je vous donne qui fonctionne extrêmement bien. Allez tester, vous allez me dire. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté, ça marche. Parfois, dans votre expérience, vous n'avez pas fait vraiment des choses, mais vous connaissez les mots-clés. Vous les mettez en pied de page et directement, quand l'IA va venir lire le CV, il va voir, il va reconnaître ces mots-clés et le CV va sortir et ça permettra au recruteur de le voir en amont. Alors, j'ai fait des recherches aussi pour dire que les mots-clés sont aussi adaptés à la lettre de motivation. Peut-être que je vais préciser quelque part dans les slides. Même dans la lettre de motivation, il faut rédiger avec des mots-clés. Pour les organisations qui ont des formulaires à remplir, faites aussi attention à utiliser les mots-clés. Parce que les IA qui sont dans ces systèmes, vous allez les voir, il y en a. C'est souvent facile à savoir si une organisation a un système d'ATS, de tri de CV. Lorsque vous cliquez sur le lien de candidature, vous allez voir, parfois ça repart sur un site. Après, ça s'appelle une redirection. Donc, en gros, ils ont pris un compte dans l'organisation pour pouvoir gérer le tri de CV. Parfois, c'est Oracle Database, il y en a plusieurs. On pourra aussi en parler là-dessus, mais ça vous permet de savoir déjà que cette organisation utilise un tri de CV. Ça veut dire qu'à la fois dans les formulaires, dans le CV, dans la lettre de motivation,
pour optimiser votre candidature, il faut bien faire attention aux mots-clés spécifiques que vous utilisez dans votre CV. De l'autre côté, j'aime faire un CV sans photo. Il y en a aussi qui préfèrent, préfèrent rester discrets, donc ils n'aiment pas mettre la photo, pas se mettre en avant. Après, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut bien respecter. L'autre chose aussi, parfois, vous avez fait 3 stages, un stage de 4 mois, un stage de 6 mois et un stage de 2 mois. Donc, il faut bien toujours mettre le nombre de mois entre parenthèses et de façon ordonnée. Alors, je dis ça pourquoi? On veut quelqu'un qui a 1 an d'expérience professionnelle, mais vous avez 12 mois de stage d'expérience professionnelle. Alors, si vous dites juste que vous avez fait le stage de mars à septembre, ça met les mois entre parenthèses, je ne sais pas que ça fait 2 mois, je ne sais pas que ça fait 3 mois, je ne vais pas les calculer. Alors, si vous m'avez hiérarchisé ça, très souvent, c'est beaucoup de recruteurs qui le disent, hein, il y a les exercices simples qu'il fait, c'est d'additionner. Donc, 2 plus 6 plus 4. Ah oui, ça fait 12 mois. Oui, il n'a pas 1 an, mais il a 1 an en stage. Et voilà comment on va vous appeler lorsqu'on a déjà fait le tri, parce qu'on estime que les stages que vous avez fait, si c'était vraiment consistant, vous avez 12 mois d'expérience et qu'on peut vous donner votre chance. Donc, parfois, n'ayez pas peur de candidater parce que vous n'avez pas 1 an d'expérience, peut-être en CDI ou bien après. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre un stage, un CDD et un CDI. Hein. C'est juste un statut qui change. Il y a des stagiaires qui travaillent plus que les employés, qui ont vraiment des métiers, qui pratiquent vraiment leur métier. Donc, il faut juste vous dire que, et c'est pour cela qu'il faut bien faire attention de valoriser vos stages. Ce n'est pas stage, mettez le métier et vous mettez entre parenthèses stagiaire pour dire le statut qui encadrait cette relation. Vendez-vous avec vos métiers. Ne me dites pas dans votre CV stage de tel mois à tel mois. Dites-moi, j'ai été assistant juridique, j'ai été fiscaliste junior, j'ai été ingénieur informaticien, développeur web junior. Dites, vendez-vous sur votre CV avec le métier. Maintenant, entre parenthèses, mettez peut-être stage ou bien si ça met d'abord le métier. Parce qu'on ne vous recrute pas parce que vous avez fait le stage dans une organisation. On ne vous recrute pas par rapport à votre métier. On veut savoir si vous avez été plusieurs fois dans les environnements qui vous ont permis de développer cette expertise. Alors, peut-être je vais terminer avec le CV type pour expliquer certains mots-clés et après, on va rentrer dans la question. Je pense que c'est plus intéressant. Donc là, j'ai mis une photo professionnelle. Je suis revenu sur les points clés sur le profil. Donc, le profil objectif, c'est important aujourd'hui de préciser. En disant le CV, on doit pouvoir être capable de savoir quelle est votre vision, comment vous voyez les choses et pourquoi vous, de façon générale. Donc, identification, vous avez vu, alors j'ai essayé de chiffrer. Vous parlez tout à l'heure de chiffrer votre CV. Alors, j'ai juste les termes fédérer, faire, assurer. Et là, dedans, vous allez voir, ce que je mets en rouge pour dire, je suis sur une position d'assistant chef de projet web. Et je dis, alors j'ai obtenu plus de 50 000 abonnés en 2 ans. Quand on parle de chiffrer, en fait, il faut quantifier. Quelle a été votre marge de progression? Quelle a été votre plus-value? Comment vous mesurez votre apport? Retenez bien ceci dans la rédaction de CV. On ne vous recrute pas pour les tâches que vous avez faites ou ce que vous avez apporté. Qu'est-ce que vous avez apporté? Comment vous avez contribué, participé à faire grandir l'entreprise sur la base de votre métier, de votre expertise? C'est vraiment fondamental et c'est un état d'esprit qu'il faut garder. Je suis obligé d'avoir ce développement professionnel, j'ai parlé d'éducation ou formation, j'ai parlé de ça d'intérêt. Je n'ai peut-être pas insisté dessus aussi. Gardez toujours de bonnes références. Ne partez jamais d'une organisation sans garder 1 ou 2 contacts des personnes qui vous ont encadré. Je dis encore les références, c'est des personnes que vous avez rencontrées dans le cadre professionnel. N'allez pas rencontrer un tonton au bord de la route. Tonton, je veux des références. Non, c'est pas comme ça. Il y a, en haut, on voit bien qu'il y a un stage, une période de stage, et la personne peut attester qu'effectivement, j'ai collaboré avec tel dans tel cas, et c'est une personne que je vous recommanderais. Sur certains postes, on ne doute pas de votre capacité à délivrer, mais on veut juste voir votre moralité. C'est souvent, on fait souvent une enquête de moralité auprès des personnes qui nous ont laissé.
vous allez toujours vous rendre compte que les organisations internationales, on demandera toujours au moins 3 références. Prenez l'habitude. Partout où vous allez faire des stages, partout où on vous donnera l'opportunité ou l'occasion d'avoir une première expérience, de garder de bonnes relations. Et quand je dis garder des relations, ce n'est pas une carte de visite ou un nom. C'est de temps en temps appeler ces personnes. Parce que si elles ne vous ont plus à l'esprit, monsieur est en train de faire sa fête quelque part, on l'appelle. Est-ce que vous connaissez tel? Moi, je ne me rappelle même plus de la personne. Donc, garder aussi veut dire entretenir. Donc, cette personne entre dans votre réseau professionnel. De temps en temps, joyeux anniversaire, bonne année, bonne fête du travail, ou bien, voilà, garder la relation. Et aussi, comme vous les avez mentionnés en référence, il ne faut pas les mentionner sans demander leur autorisation. Et là, ils sont en alerte. Si on les appelle, ils savent que oui, tel est à tel endroit, oui, effectivement, c'est ça. Et voilà un peu en termes d'approche quelques éléments clés qui vous permettront de rédiger des lettres, de laisser vraiment attractifs et des lettres motivées qui donneront envie aux recruteurs de vous convoquer pour un entretien. Et j'espère vraiment que vous avez pu garder la structure mentale. Après, c'est beaucoup de pratique, ça reviendra. La structure la structure type par rapport à la carte d'identité professionnelle que vous voulez avoir, l'image que vous voulez projeter sur le marché de l'emploi, viendra peut-être après 200 CV. L'autre chose aussi pour conclure et passer aux questions, je dirais, mon expérience m'a prouvé que les jeunes ne cherchent pas le travail. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne pouvez pas dire que vous cherchez le travail de janvier à septembre, vous avez envoyé 15 CV. Non, je ne pense pas. Moi, quand je cherche le travail, chaque mois, j'envoie 150 candidatures. En 3 mois, j'envoie 450 candidatures. Je dis 450. Et quand je dis 450, ce n'est pas 450 copier-coller. Candidater, c'est un travail. Il faut vraiment prendre ça comme ça. Et lorsque vous avez intégré cette démarche, je vous assure, aujourd'hui, vous allez me dire, vous allez devenir incontournable, votre téléphone va commencer à sonner, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui a changé? Mais en fait, vous avez été plus rigoureux, plus sérieux, vous avez fait des choses, vous avez su les mettre en lumière, vous avez su les vendre, vous avez su parler aux robots, vous avez su parler aux recruteurs. Et je crois qu'il y a un entretien qui se fera sur comment vous vendre aussi. Et j'espère que vous allez aussi travailler cela parce qu'il ne faut pas qu'on fasse ce travail à la fin. Vous avez le dernier puis à marquer, vous ne le marquez pas. Alors, tout ça compte. Merci beaucoup et je reste ouvert pour l'ensemble de vos questions. Merci infiniment. Merci beaucoup, Samuel. C'était une intervention riche en astuces, riche en conseils. On va justement la basculer sur les échanges avec les jeunes qui ont beaucoup de questions. Depuis tout à l'heure, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent intervenir. Nous avons noté quelques questions qui nous semblent pertinentes et on pense que c'est important. On pense vraiment que vous aurez les réponses à ces questions-là. Alors, dans un premier temps, nous avons une question sur comment faire pour débuter une première expérience professionnelle après une fin d'études universitaires. Donc, quels sont les conseils que vous donnerez dès qu'on finit donc, nos études universitaires? Quelles sont les premières choses à faire pour pouvoir entamer sa carrière? J'enchaîne bientôt. Alors, je vais peut-être déformer la question en disant expérience, ce n'est pas la fin des études universitaires, c'est dès le premier jour, dès le début des études. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez pris un peu de retard, mais ça peut se rattraper toujours. Alors, dans la présentation, j'ai essayé d'expliquer, hein, l'expérience viendra toujours des stages. Il faut vraiment identifier les environnements professionnels qui seront en adéquation lorsque vous avez fait un bon projet professionnel en amont. Identifier les environnements professionnels qui peuvent vous permettre ou bien favoriser le développement de vos compétences et qui peuvent vous permettre aussi de valoriser ce que vous voulez apporter aux entreprises en termes d'expérience, en termes de parcours. Il y en a énormément. Il faut les identifier. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il faut candidater. Il faut candidater jusqu'à sans vous fatiguer. Et c'est pas évident. Il faut identifier les environnements qui vous permettre de vous développer, vous permettre de construire un vrai projet professionnel, mais aussi d'être réellement épanoui dans ce que vous faites au sein des entreprises.
Merci beaucoup, Monsieur André. Nous avons encore quelques questions. Euh, une personne a demandé, donc, après une licence en philosophie, c'est de se convertir de la gestion c'est de se convertir vers la gestion de projets solidaires et culturels. Et quelles sont les compétences qu'il peut mettre en avant, elle, avec une licence en philosophie? Donc, quels sont les moyens pour se convertir dans un domaine qui est différent, mais en partant voilà, des compétences de base? Comment est-ce qu'on les transforme pour un autre domaine? Alors là, il parle d'un domaine spécifique sur le projet. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'aller faire un master en gestion de projet pour faire un projet. Et il faut bien rester à l'esprit que le diplôme, c'est une casquette académique qui donne, j'ai une licence en philosophie, j'ai pas un métier. J'ai une licence en philosophie, je ne veux pas dire que j'ai un métier. Maintenant, je veux aller où? Oui, il veut faire la gestion de projet dans les communautés, et sa licence en philosophie, il l'aide. Quand on parle de communauté, on parle de sociologie, on parle de l'environnement, on parle d'écosystème, à mieux comprendre comment est-ce que la société évolue, comment est-ce que les gens dans cette zone-là travaillent ensemble globalement. Donc, je crois que son projet, après, il n'y a pas un projet statique, c'est qu'il y a fait des bouts, c'est des petits bouts de choses qui sont mis ensemble. Et je dis, il y a des certifications métiers. Aujourd'hui, pour ce profil, ce serait de faire une certification. Le premier niveau de gestion de projet, c'est le CAPM, qui donne les bases sur le projet. Donc, c'est de la passer. Après, il y a des books aussi en ligne sur comment gérer un projet, comment conduire un projet. Après, il y a des organisations aussi, c'est peut-être l'humanitaire qui l'intéresse, comme l'Institut Bioforce, qui donne des formations sur les gestion de projet dans le domaine du secteur humanitaire. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'il a structuré son projet de carrière. Il faut juste aller acquérir ces compétences-là. Oui, les gens veulent. Quand on parle de réorientation ou bien de transition professionnelle, il y a aussi accompagnement, mais il y a aussi coût. C'est pas le, il y a aussi coût, il y a aussi, il faut serrer la ceinture. C'est comme si on saute d'un parachute, mais c'est comme si on saute d'un avion, mais il faut se rassurer qu'on a le parachute. C'est pas je veux changer parce que je veux changer, mais quels sont les moyens d'accompagnement que je mets pour pouvoir être sûr que je vais tenir, parce qu'il faut avoir du cardio aussi, que je vais pouvoir tenir, et j'assure réellement ma transition ou bien ma reconversion professionnelle. Merci beaucoup. C'est très intéressant, même pour nous, c'est enrichissant. Il y a une question intéressante justement sur la question de la photo sur le CV et sur les préoccupations relatives à la discrimination qui sont aujourd'hui croissantes. Est-ce que c'est judicieux de mettre une photo, sachant qu'on peut voilà, être sujet à ce type de discrimination? Bon, moi, je pense que sur un CV, il faut mettre la photo. Après, ça dépend des métiers. Sur des métiers de représentativité où on gère une marque, il faut mettre. Sur les métiers où on n'a pas besoin d'être en avant, d'être leader financier, d'être chargé de ressources humaines, c'est des métiers qui sont très back-office. On n'est pas obligé de le mettre ici, mais des photos où vous gérez une marque, vous représentez, c'est important de mettre parce que il y va aussi de ce que vous dégagez, et comment vous allez encapsuler cela avec vos compétences pour pouvoir le vendre dans votre organisation. Moi, c'est mon point de vue et après, ça reste mon point de vue. Il y aura ce débat dans la photo qui est sévère. Oui, c'est un peu une école, il y a différentes écoles cette question et on n'a jamais vraiment de réponse à la question. Donc voilà, je faire comme on le tient aussi. C'est parfait. Il y a également une question sur les candidatures spontanées. Est-ce que le dépôt de dossier en version électronique est recommandé ou est-ce qu'il faudrait vraiment pour vous se présenter, essayer de se montrer au maximum pour pouvoir, pour que l'entreprise puisse avoir un visage en fait finalement? Alors, pour les candidatures spontanées, c'est moi, hein, bon, moi, je vous partage mes tips. Parfois, j'envoie lorsque je veux vraiment un poste, Ouais. je fais les trois. Je me dis, je fais les quatre. Ah, Je fais les quatre. C'est-à-dire, je vais aller déposer en physique si l'organisation le permet, donc à la réception, à l'accueil. Je vais chercher le mail générique de recrutement. Je vais envoyer par mail. Je vais envoyer par DHL. Bon, ça aussi, c'est ce que j'ai appris. Alors, aujourd'hui, LinkedIn permet d'avoir le nom d'une personne. Quand on fait un envoi DHL en mettant le nom par le poste, on remet le courrier en même temps. Moi, j'ai eu des candidats que j'ai coachés comme ça.
qui s'y sont pris et ça a fonctionné. Donc, j'adresse le courrier au DRH de l'organisation. Alors, il y a 3 personnes dans l'organisation spontanée. Il y a le DRH, il y a le directeur général de l'organisation et il y a le directeur de l'entité dont dépend la position que je veux occuper dans l'organisation. Parce que c'est lui qui émet la demande. Le DRH, c'est le recrutement, le DG, c'est le DG. Il doit toutes des entités. Donc, en candidature spontanée, on peut envoyer la candidature à l'une des 3 personnes. Donc, moi, j'envoie par mail, je dépose un papier, j'envoie par DHL à la personne de l'organisation, l'une des 3 entités que j'ai citées, que j'ai pu identifier. Et aussi sur LinkedIn, je peux envoyer un message à la personne et dire que vous avez ouvert un poste chez vous, mon profil est en adéquation, j'ai candidaté et j'aimerais échanger, demander une discussion, en savoir plus sur le poste ou bien savoir si c'est toujours ouvert. Et je ne l'ai peut-être pas dit, on doit suivre les candidatures. Donc, beaucoup candidatent sans suivre. Je dois suivre ma candidature. Donc, envoyer des mails des mails de relance pour être sûr que est-ce que ça a déjà été clôturé, est-ce que c'est dans le pipe, est-ce que c'est un point d'attente. Beaucoup sont là. Même après les entretiens aussi. Même après les entretiens. Pour vraiment avoir le suivi, c'est vraiment très important. Nous avons un jeune qui souhaite prendre la parole. D'accord. Pour poser une question. C'est ça. On va lui permettre de parler. Monsieur Guy Gaëtan. Je crois qu'il est anglophone. Il a posé la question. D'accord. Est-ce que vous nous entendez? On vous a laissé la parole. Oui, on vous entend. Hein. On vous entend. Vous pouvez poser votre question. Vous pouvez poser la question, monsieur Gaëtan. Est-ce que vous nous entendez? Il a dit. Lui, il a posé une question par rapport à l'âge, la question de l'âge et des discriminations dans la recherche d'emploi. Et j'imagine qu'elles sont. Bon, moi, l'âge, il ne faut pas mettre. Voilà. L'âge, il ne faut pas. Il demande si c'est un critère discriminatoire là. Oui, ça peut être. Je suis des métiers comme les auditeurs financiers. Quand on a déjà 27 ans et qu'on n'a pas encore, on est déjà senior. Donc, si on n'est pas encore à un certain niveau d'expertise, on ne vous prendra jamais. On aura jamais votre charge parce que c'est des métiers aussi. Alors, l'âge, c'est des métiers qui absorbent énormément ou qui vous en demandent énormément en termes de mission. On vous prend quand vous avez de l'énergie, vous allez sortir de l'école. Parce que vous n'avez pas d'attaque, vous pouvez vous engager à une cause et conduire réellement une vision. Mais on décide qu'à un certain niveau d'âge, il y a des besoins sociétals qui s'intègrent dans votre parcours de vie qui font que vous allez avoir forcément des concessions. Ça, toutefois qu'on le dise, mais c'est pratiqué aussi. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais également dire aux tous les jeunes connectés, s'il y en a qui veulent poser leurs questions et intervenir directement avec M. Andreoff, n'hésitez pas à lever la main et on pourra éventuellement vous permettre la parole. Vous avez encore 15 minutes avec lui pour pouvoir discuter et échanger, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Nous avons plusieurs questions, on va essayer de répondre au maximum. Alors, est-ce qu'il y a une norme en termes de nombre de pages pour le CV? Je sais qu'aussi c'est une question différente. C'est aussi il y a différentes écoles, comme la question de la photo. Alors, on n'a pas d'expérience vraiment une page. Alors, moi, je vous partage. J'ai commencé à faire les CV le jour où j'ai vu le CV de la PDG de Yahoo. 30 ans d'expérience. Moi, c'est un cas d'école. Tapez sur Google Marissa Mayer. Son CV est un cas d'école sur Google. Une page. PDG de Yahoo. Plus de 30 ans d'expérience professionnelle. Alors, je me suis demandé si elle, 30 ans d'expérience, son CV a une page, ben, nous sommes qui? Donc, mais, en termes de, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous y mettez? C'est parce qu'on ne met pas tout dans un CV. Vous considérez vos CV comme des photos. Non. Le CV est adapté. Il répond à un besoin. Ce que je dis à un recruteur X n'est pas ce que je dis à un recruteur Y parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Il faut que je trouve quelles sont les informations, quels sont les projets dans mon parcours qui m'ont permis, qui peuvent attirer l'attention du recruteur ou bien susciter l'envie qui m'appelle pour un entretien. Alors, le nom, c'est Marissa Mayer. M-A-R-I-2-S-A
Mayer. Tapez sur Google, Google Images, vous allez avoir le CV. Très, très bien présenté. C'est là où je me suis dit qu'il y en avait encore beaucoup de travail. Et bon. Après, vous avez Canva. Hein. Canva vous permet aujourd'hui de. Vous l'avez en web, vous l'avez en téléchargé sur votre smartphone et directement, vous pouvez modifier à tout moment et exporter le PDF et envoyer par mail à un recruteur qui en fait la demande. Quoi. Il vous propose des templates que vous adaptez, que vous personnalisez. C'est vraiment très, en termes de visibilité, ça vous aide énormément. Merci beaucoup. Effectivement, plus on fait ça, plus on est efficace et finalement, plus on a plus de chances d'obtenir. Donc, oui, un CV, moi, je vais sur une page. Maintenant, c'est un profil expert parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on a travaillé, on a réalisé. Adapter en fonction de la situation. Ça peut aller. Alors, est-ce que vous... Mais là, on est sur une problématique premier emploi. Oui, une page. Une page. Non, c'est vrai. Et une autre question, c'est par rapport à la candidature spontanée. Oui. Est-ce que vous avez des points essentiels à ressortir? Quels sont les conseils essentiels que vous donnerez pour la candidature spontanée, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, justement, le fait de se présenter et de vraiment faire un suivi, de vous montrer au maximum dans cette entreprise-là? Alors, la candidature spontanée, elle est. Moi, c'est mon modèle de candidature que j'apprécie beaucoup parce que ça demande aussi beaucoup de travail. C'est pas parce qu'on a dit spontané que vous ne vous renseignez pas sur l'entreprise. Donc, je vais faire une enquête de moralité. Je vais aller rencontrer peut-être des vigiles. Alors, dans la recherche d'emploi, il y a deux personnes, deux profils qui ont énormément d'informations dans une entreprise. C'est les vigiles et ceux qui font le ménage. Très souvent, moi, quand je fais une enquête sur une entreprise, les deux personnes qui sont mes amis dans les entreprises. Parce que vous avez toutes les informations. Vraiment, c'est une astuce que je vous donne. Parfois, on pense souvent que quand on a trop fréquenté, on les valorise pas. Mais c'est des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes du marché de l'emploi caché dans les organisations. Vraiment, faites attention. Moi, c'est des gens, des profils, quand je viens à la guérite, je suis très cordial avec eux. Ils vous donnent toutes les informations que vous voulez. Du moment où vous êtes gentil avec eux et que vous les valorisez vraiment. Donc, je collecte les informations, je me renseigne sur l'entreprise fait dans quoi, qui est le directeur, qui est ici. Je vais sur LinkedIn et je cherche ce profil-là, je m'accorde avec eux. Je vais regarder les projets, je vais aller sur YouTube, je vais voir les projets sur lesquels ils travaillent, qu'est-ce qui est en adéquation avec mon profil, et c'est les projets que j'ai eu à réaliser. Vraiment, c'est un travail, c'est comme un investigateur du FBI. Il faut vraiment collecter les informations de l'entreprise. Ça fait que quand vous parlez, vous écrivez à une organisation, il se dit, mais le monsieur, s'il ne travaille pas avec vous, il a ce niveau d'information, mais il faut qu'on l'écoute. Donc, on ne peut pas laisser quelqu'un qui a autant d'informations ne pas être à l'intérieur parce qu'il a énormément de données sur nous. Il a ces informations, il n'est pas avec nous. Imaginez ce qu'il peut faire lorsqu'on lui donne à disposition les informations. Et souvent, je suggère aussi de peut-être proposer un projet à l'entreprise. Dans notre culture, souvent, on pense que proposer un projet, peut-être qu'on va voler vos idées. Votre idée, dans votre tête, elle n'est pas sur un papier, elle ne sert à rien. Donc, regardez les challenges de l'entreprise, proposez-leur un projet parce que moi, je me pose la question à la fin de la journée. Si ce n'est que le CV de motivation, tout le monde envoie ça. Quelle sera la chose qui fera la différence par rapport aux autres? Donc, pensez à un petit projet que vous proposez. Et moi, dans cette démarche, j'envoie par DHL à la personne qui en a besoin, qui peut en avoir besoin. Donc, je vais me renseigner et voir qui dans l'entreprise a besoin de ce que j'ai à offrir, de ce que j'ai à proposer, et demander un rendez-vous avec la personne. Va envoyer, solliciter un rendez-vous. Ça ne va peut-être pas aboutir la première fois, mais après une, deux, trois fois, et qui a vraiment une proposition de valeur pertinente et qui répond à un besoin qu'ils n'ont pas. Parfois même, j'ai vu des gens, on a créé des postes pour eux parce qu'on ne voulait pas les laisser partir. Ce qu'ils avaient à proposer avait énormément de valeur ajoutée qu'ils ont estimé qu'il fallait créer un poste pour pouvoir les. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va peut-être partir sur une dernière question. Qu'est-ce qui est plus avantageux entre un stage et un bénévolat? Sachant qu'aujourd'hui, c'est la journée des volontaires le 5 décembre, donc c'est une question qui est justement très pertinente. Alors, qu'est-ce qui est très avantageux? Qu'est-ce qui est plus avantageux entre faire un stage et faire du bénévolat? Moi, je dirais faire du bénévolat. Je vais essayer de me justifier.
Parce vous pouvez vous autoriser à échouer. En entreprise, très souvent, on n'a pas créé une culture de l'échec. C'est vrai. Et alors, quand on est dans une situation, après, bénévolat et volontariat ne veut pas dire qu'on n'est pas rigoureux, ne veut pas dire on ne donne pas le meilleur de soi, mais qu'on est dans un contexte bien spécifique. Un, c'est parce que en entreprise, l'entreprise, c'est une machine, d'accord? On vient, on produit. On est moins tolérant sur les phases de développement et d'accompagnement. Or, quand on est jeune diplômé, on a besoin aussi de grandir. On a besoin de développer ses compétences. Souvent, l'entreprise, quand elle vous prend, elle a déjà fixé, je veux que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Peut-être elle compare à un autre stagiaire qui est passé et qui délivrait énormément, mais les êtres humains ne sont pas au même niveau de développement. Du coup, on sera moins exigeant à vous laisser la possibilité d'échouer et de reprendre. On sera moins exigeant. Or, le bénévolat vous permettra vous-même d'échouer, de recommencer, de faire vos marques et de pouvoir vraiment acquérir à soi la notion si vous avez vraiment une démarche que vous mettez en place et un process. Mais encore, la comparaison avec les deux, c'est là où le stage aussi est bien, c'est que ce sera formel, il y aura un contrat, ce sera encadré. Donc, si on a cet encadrement-là, il y a un contrat, que c'est formel, que c'est ici, c'est une expérience que vous pouvez valoriser et vous allez grandir davantage, vous allez pouvoir vous développer facilement parce que vous aurez appris par vous-même. Et c'est ce qu'on apprend par soi-même, c'est quelque chose comme en informatique, on disait souvent, c'est inscrit dans la mémoire morte. Donc, parce en comparaison à la mémoire vive, c'est la RAM. Donc, quelque chose, on dit souvent, on disait que quand tu enregistres dans la mémoire vive, en fait, c'est la mémoire pour demain, après-demain, mais dans la mémoire morte, c'est à vie, quoi. Donc, quelque chose que vous avez appris par vous-même, c'est des compétences que vous n'allez jamais oublier et qui vous serviront toute votre vie. Une petite seconde, je me permets d'intervenir. C'est une question tout à l'heure qui je trouve intéressante. Après, je pense que ça va être un peu la dernière. Oui. C'était une question de Nicolas voilà, qui vous remercie et qui voudrait nous demander qu'est-ce que vous pensez de la situation du marché du travail en Europe de l'Est. On voit qu'il y a pas des entreprises françaises qui pourraient recruter des jeunes francophones, mais le marché anglo-saxon, lui, ça grandit. Et il demande quel est le panacée pour élargir la coopération entre les pays de la francophonie. C'est intéressant, c'est plutôt la partie Europe de l'Est. Après, quand on parle d'une démarche du marché, on parle d'une insertion professionnelle et la démarche personnelle. Le marché peut avoir des réalités ou un contexte assez particulier, mais de mon point de vue, je pense qu'il faut toujours se poser la question de l'environnement qui vous permettra de vous développer le mieux et favorisera aussi votre insertion. Donc, oui, est-ce que les problématiques traitées à l'Europe de l'Est sont l'adéquation avec son projet? Dans ce cas, il peut engager une démarche d'étude de ce marché et de voir quelles sont les organisations et les opportunités. Maintenant, tout est question de son positionnement à lui et comment les opportunités de cet écosystème ou ce bassin d'emploi pourront l'aider à contribuer au développement de sa carrière. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Andréa. C'était vraiment c'est très, très enrichissant. C'est des échanges qui, je pense, vont être vraiment très appréciés par les jeunes qui nous ont suivis. Et j'espère que ces astuces vous serviront vraiment. Moi, je sais qu'en tous les cas, c'est des astuces que je vais appliquer et je pense qu'on en apprend toujours. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas du tout à visiter notre page OIF Jeunesse pour revisionner ce module, mais aussi visionner les autres webinaires réalisés par Andréa sur l'employabilité des jeunes, avec encore plus d'astuces, de conseils, pour vraiment vous accompagner dans votre démarche de recherche d'emploi et d'insertion dans le milieu du travail. Donc, j'espère que ce premier module a été très enrichissant pour vous. Nous allons prendre une petite pause de 10 minutes pour ensuite enchaîner sur un petit quiz avec des questions. Vous demandera aussi vos avis sur certaines questions pour ensuite enchaîner sur le module 2 avec Madame Gisèle Chamka sur comment apprendre à communiquer. Donc, merci beaucoup. On reviendra vers vous dans 10 minutes. Merci beaucoup et au revoir.